Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre journal matinal sur Canal 7, la télévision panafricaine. De la politique à l'ouverture de cette édition d'information en République démocratique du Congo, la Commission électorale indépendante vient de publier les listes définitives des candidats à l'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces de la RDC, un scrutin prévu pour le 26 mars prochain. Blanche Bidga nous en parle. Sur les 135 dossiers de candidature déposés, la CENI n'en a jugé que 76 recevables. Le tout sur fond de règlement de compte au sein de la majorité, notamment après le départ de 7 partis qui avaient rejoint l'opposition. La majorité présidentielle, coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, avait alors réclamé le retrait des candidatures des partis politiques et personnalités membres de l'AMP qui n'avaient pas, selon une requête adressée à la CENI, obtenu quitus de leur famille politique pour se présenter à l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces. Dans le collimateur du secrétaire général de la MP, l'on retrouve entre autres 10 des 14 candidats du camp présidentiel qui ont choisi de déposer leur candidature en qualité d'indépendants dans les 4 nouvelles provinces de l'ex-Katanga, confie une source proche du dossier. Le coordonnateur du G7 dans le Haut-Katanga, Kiungua Kumwanza, a commenté la publication de cette liste de candidats. Il invite les candidats indépendants dont les dossiers auraient été écartés par la CENI à saisir la justice et dénonce également la présence sur cette liste des candidats dont les partis sont des doublons des formations politiques du G7. 21 candidatures ont été rejetées au total et 38 désistements ont été enregistrés. Certains candidats se disaient victimes de pression ou d'intimidation de la part de la majorité. La CENI dit n'avoir reçu aucune information de la sorte. Au Gabon, la candidature du président Ali Bongo Ondimba permet à certaines personnalités de s'exprimer. Je vous invite d'ailleurs à suivre la déclaration du secrétaire général du gouvernement gabonais, Ali Akbar Onanga Yobege. Je voudrais dire que pour moi, c'est un soulagement. Un soulagement parce que je fais partie de ceux qui, il y a longtemps, attendaient que le chef d'État se présente à nouveau à sa propre succession, eu égard à son ambition pour ce pays, laquelle ambition ne pouvait pas être réalisée, vous en doutez, en un seul mandat. Nous attendions donc qu'il assume pleinement ses responsabilités pour ce pays, comme il s'était engagé en 2009 à poursuivre donc l'œuvre entamée. Et donc cette annonce, elle me réjouit, elle me satisfait, et je pense que avec d'autres, nous sommes résolus et déterminés à accompagner son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, dans ce challenge qui va débuter dans les prochains jours. Le chef de l'État s'engage dans sa déclaration de candidature à un changement important, à des changements importants, j'allais dire, pour l'avenir de notre pays. Il y a des mots très forts dans ce message, tels que lutter contre les privilèges indus. Vous savez, il a rappelé lui-même, ayant été fils de chef d'État, donc ayant vécu quasiment toujours dans le système des privilèges, il était également le meilleur pour connaître ce que ce système de privilèges a pu avoir comme impact négatif sur le développement de notre société. Conscient de cela et des populations qu'il a rencontrées le lui ont toujours fait savoir. Conscient donc, il décide de briser quasiment un tabou. Et donc il décide de dire « je vais aller en lutte contre ces privilèges indus. Je vais instaurer une société de méritocratie. Je veux instaurer une société qui donne un avenir pour la jeunesse, pour la femme, un avenir aussi pour les personnes en fin d'activité. Vous voyez que cette ambition s'est également exprimée quelques jours avant par le lancement de son programme de l'égalité des chances. J'invite toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à porter ce programme, à en faire le leur, à le soutenir pour que, à l'occasion donc de l'élection qui aura lieu cette année, Ali Bongo Ondimba, avec la grâce de Dieu, comme il l'a dit lui-même, et avec notre soutien à tous, puisse gagner l'élection afin de réaliser cette ambition de développement pour notre pays.
Nous allons cette fois-ci suivre dans ce journal les réactions des citoyens gabonais sur la candidature du chef de l'exécutif pour la prochaine élection présidentielle. Je vous invite à les écouter. Il a bien parlé, ce qu'il a été convaincant et nous avons été satisfaits de ce qu'il a dit. Bon, cette annonce-là, d'abord le 1, c'est un candidat d'abord fiable et pour nous les jeunes, nous sommes d'accord qu'il se représente encore mais pour les années à venir. L'annonce de la candidature du chef de l'État dans la province de Logoué-Maritime est un grand symbole, c'est un signal fort et c'est quelque chose qui réjouit les Gabonais, particulièrement de la province de Logoué-Maritime, parce que c'est un défi que nous lance le président pour pouvoir lui renvoyer l'ascenseur lors de la prochaine élection présidentielle. Et nous pensons qu'à travers cette annonce dans la province de Logoué-Maritime, nous lui assurons que la victoire sera totale dans la province de Logoué-Maritime. J'étais toute contente, toute joyeuse, c'est bon. C'est bon de rencontrer mon président, il m'a embrassé, j'étais dans la joie. Wali devant, nous sommes derrière Ali. A comme Ali, D comme doigt, R comme rester. On a compris qu'on doit être derrière M. Ali Bongo Ndimba. Parce qu'avec lui, on était en 2009 et 2016, on est toujours avec lui. Nous constatons que le Gabon est en train d'évoluer. Nous constatons que le Gabon est en train d'évoluer et puis nous souhaitons que M. Ali Bongo soit continuel dans ce qu'il est en train de faire. C'est une nouvelle qui m'a plu dans la mesure où j'estime que l'intérêt supérieur en dépend, c'est la nation. Il est libre de poser sa candidature. Donc, je ne vois mal que je vais dire au moins dans le contraire ou bien dans le positif. Je dis, c'est un Gabonais. Il peut poser sa candidature. Et puis, s'il y a des gens qui vont le soutenir, qu'on le soutient. Le chef de l'État, c'est un citoyen gabonais comme tout autre. Bon, si il a d'abord géré un premier mandat, s'il désire se positionner pour un deuxième mandat, il est libre de son choix. Hein, il est libre. C'est une bonne chose, puisqu'il a déjà commencé à entreprendre beaucoup de projets, autant lui laisser la possibilité de terminer ces projets-là. Donc autant lui laisser une chance de pouvoir aboutir à tout ce qu'il a déjà entrepris. C'est bon. C'est bon parce que j'ai vu le changement. Parce que tout ce monde qui s'élève candidat, opposant, on ne voit rien. À l'époque de leur père, ils ont travaillé avec le père. Mais ils ont fait quoi? Ils ont volé. Le Gabon aujourd'hui est derrière par rapport à quoi? C'est avec tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, là, il a peut-être fait 7 ans, c'est vrai. Le mouton brut, là où il est attaché, personne n'est parfait. Mais laissons-lui encore le temps. Quand un bon citoyen voit que pour son pays, il peut se présenter, c'est normal. Bon, à moi, je ne vois aucun... Il n'y a pas d'inconvénient. Ça ne peut que me réjouir. Hein. Personnellement, je souhaitais à ce qu'il se prononce dans ce sens-là. Mais s'il l'a fait, comme vous le dites, je suis joyeux de savoir qu'Ali se porte candidat pour 2016. Et poursuivant son séjour dans la province de Logoué-Maritime, le président Ali Bongo Ndimba a procédé au lancement des travaux de la route Fora-Sol-Mbenga sur l'axe numéro 1 du tronçon routier de la province. Le chef de l'État gabonais s'est également rendu sur le chantier du stade de Port-Gentil pour constater le niveau d'avancement des travaux. Ahmed Jouabogo était sur place accompagné d'Alexigna. S'intégrant dans le vaste projet de réfection et de création des routes au Gabon, le tronçon Fora-Sol-Mbenga sur la Nationale 1 est l'une des priorités en la matière d'infrastructures routières dans la province de Logoué-Maritime. À l'occasion de sa visite dans la province marigovéenne, le président Ali Bongo Ndimba a lancé les travaux de réhabilitation de ce tronçon après avoir écouté attentivement les explications données par les constructeurs. Poursuivant son périple, Ali Bongo Ndimba a rallié le stade de Port-Gentil. Sur place, l'édifice qui s'est présenté au président gabonais et à sa suite est incontestablement remarquable. Attentionné aux moindres détails et à l'écoute de la moindre information, celui que le peuple gabonais appelle affectivement Yaali a salué et félicité les travailleurs de ce chantier dont la majorité est de nationalité gabonaise. Le stade de Port-Gentil, longtemps resté dans les esprits dubitatifs comme une annonce sans fond, est aujourd'hui sorti de terre à 70% de sa réalisation. D'une capacité de 2000 places, c'est à Ntchengue, une bourgade de Port-Gentil, que ce stade a été édifié et il génère 1500 emplois directs et indirects. Le 18 juillet 2015, le chef de l'État gabonais avait lancé officiellement les travaux sur ce site, posant la première pierre en montrant sa volonté d'accélérer le développement du pays.
En résumé, la province de l'Ogooué-Maritime se voit déjà transformée par la construction de nouvelles infrastructures dans le secteur des transports, des routes et de l'habitat. Tout cela grâce à la volonté manifeste du président Ali Bongo Ondimba. Et toujours dans la ville pétrolifère du Gabon, le chef de l'État gabonais n'a pas fait les choses à moitié. Lui qui en 2009, lors de son accession à la magistrature suprême, avait intégré la jeunesse dans sa politique de l'émergence, est allé au chevet de cette dernière à la Maison de la Jeunesse et de la Culture afin d'échanger avec elle et comprendre ses attentes à l'aube d'une nouvelle ère. Armel Jouembogo, une fois de plus. À la Maison de la Jeunesse et de la Culture de l'Ogooué-Maritime, Ali Bongo Ondimba a pu constater que ses efforts à l'endroit de la jeunesse gabonaise en général et celle de la capitale de l'Ogooué-Maritime en particulier n'étaient pas vains. Toute chose qui a permis au numéro 1 gabonais de relever quelques doléances faites par les jeunes de Port-Gentil qui aspirent à un Gabon prospère où les compétences et la méritocratie seront désormais les armes qui valoriseront le Gabon. Ici à la Maison de la Jeunesse, quel beau projet, très important et très intéressant pour la jeunesse. Souvent, la jeunesse réclame avoir un lieu où elle puisse se réunir, avoir un certain nombre d'activités. Alors, tout en visitant le bâtiment, j'ai vu qu'il manquait l'équipement. Alors bon, j'ai décidé d'offrir cet équipement à la jeunesse de Port-Gentil. Au regard de la satisfaction qu'il avait à dévoiler la plaque de la Maison de la Jeunesse et de la Culture aux côtés de son épouse, le président Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué de rappeler qu'un projet d'une case d'écoute des jeunes avait été abandonné et que sa réalisation aujourd'hui devra être un exemple. Je sais bien que c'est un projet que nous avons repris et qui les travaux l'ont été bien réalisés et je crois que ça va être un exemple. Voilà pourquoi je tiens à ce qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. La jeunesse est sacrée, Dixit Feu Omar Bongo Ondimba. La jeunesse, c'est le Gabon de demain, complété Ali Bongo Ondimba. Pour le président de la République gabonaise, ces deux courants de pensée ne se résument qu'à une vision, donner une éducation de qualité à la jeunesse gabonaise. Parlons de diplomatie à présent et direction l'Afrique du Nord, précisément au Royaume chérifien, où arrivé lundi matin au Maroc pour une visite de 2 jours, le Premier ministre belge Charles Michel a été reçu par son homologue Abdelila Benkiran. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme et l'immigration. Le récit d'Abdoulaziz Maïga. Confrontés à la menace du péril terroriste, les autorités belges font appel à l'expérience marocaine. En témoigne cet entretien accordé par le chef du gouvernement Abdelila Benkiran au Premier ministre belge Charles Michel. Aujourd'hui, la pertinence et l'efficacité de l'approche multidimensionnelle mise en œuvre par le Maroc sont sollicitées. Et nous avons aussi eu l'occasion d'un échange approfondi, appuyé, sur 2 sujets en particulier. Le premier sujet, c'est la manière de travailler ensemble sur la question des migrations et le faire dans une alliance objective ensemble. Par ailleurs, nous avons aussi évoqué la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la lutte contre toutes les formes de radicalisme qui nourrissent le terrorisme. De son côté, le Premier ministre marocain s'est félicité de cette coopération et s'est accentué sur le volet économique. Je considère que le partenariat qu'on a n'est pas suffisant. Je pense qu'on a besoin davantage de coopération dans le domaine économique, dans le domaine de la formation professionnelle. Bien sûr, sur le plan sécuritaire, nos services et vos services et les 2 ministères concernés coopèrent absolument. Le Maroc est un partenaire fidèle. Outre Abdelila Benkiran, le Premier ministre belge Charles Michel s'entretiendra avec les présidents des 2 chambres du Parlement afin de fluidifier le service de renseignement entre les 2 pays. Une note de justice dans cette édition d'information, le procureur de la CPI a accusé hier mardi un djihadiste malien présumé lié à Al-Qaïda de crimes de guerre pour avoir dirigé et participé à la destruction d'un mausolée protégé par l'UNESCO à Tombouctou en 2012. Le suspect est le premier djihadiste écroué par la Cour pénale internationale. Judith Kweno pour les précisions. Le Touareg Ahmad Al-Faghi Al-Mahdi est accusé de crimes de guerre en détruisant 9 mausolées et une des plus importantes mosquées de la ville, Sidi Yahya, entre le 30 juin et le 10 juillet 2012, premier poursuivi par la CPI pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Il est aussi le premier suspect arrêté dans l'enquête de la Cour sur les violences de 2012-2013 au Mali. La conscience collective de l'humanité a été choquée par la destruction de ces sites et comme l'a souligné le procureur, un tel crime ne peut rester impuni
car c'est une attaque contre l'identité culturelle d'un peuple. Rappelons que Tombouctou a été un grand centre intellectuel de l'islam et une ancienne cité marchande prospère des caravanes. C'est la première fois qu'un tel chef d'accusation portant sur la destruction de biens et bâtiments religieux et culturels se présente devant la CPI. Le procureur invite toutefois les juges à saisir cette chance pour lutter contre ce fléau qui est souvent en prélude aux pires exactions contre les populations. Parlons de société à présent à Libreville. Le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, Patrice Ataye, épouse Nzodi, a reçu les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida hier matin. Elle s'est exprimée à l'occasion de la journée zéro discrimination célébrée tous les 1er mars de chaque année depuis 2011. Son message a été recueilli par Dina Koussou et Christian Moussouami. Placée sous le thème « Distinguez-vous », la journée zéro discrimination commémorée ce mardi a été l'occasion pour le premier responsable du ministère de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger de revenir sur l'objectif que poursuit cet événement. Cette journée célébrée chaque 1er mars depuis 2011 est un moyen de conscientisation, aussi bien pour des personnes infectées et affectées que pour l'ensemble des acteurs publics et privés qui contribue à réduire la propagation de cette pandémie à travers le monde en général et le Gabon en particulier. Cette célébration est en droite ligne avec le combat impulsé par le coup présidentiel dans un pays où la discrimination à l'endroit des malades est perceptible. Je tiens à saluer les multiples initiatives de la Première Dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, pour le combat qu'elle ne cesse de mener à travers sa fondation en renforçant la sensibilisation et l'accompagnement de cette catégorie vulnérable. Aussi, à travers le programme pour l'égalité des chances lancé le 23 février 2016 par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le pilier 3, afférent à l'égalité d'accès aux soins de santé de qualité, répond aux préoccupations annoncées au cours des différentes interventions. Pour l'État gabonais, les questions de discrimination demeurent donc des urgences à régler. Restons sur cette actualité, toujours dans le cadre de cette journée zéro discrimination. Le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger s'est entretenu avec les différents acteurs de la lutte contre le VIH-Sida au Gabon. L'objectif était d'appeler ces derniers à la mutualisation des efforts pour lutter contre la stigmatisation. Dina Koussou et Christian Moussouami, une fois de plus. À l'occasion de la journée zéro discrimination, le ministère de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger s'est voulu proche des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. C'est à ce titre qu'en ma qualité de ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien une veille et un plaidoyer auprès des ministères et autres acteurs concernés par la prise en charge de cette problématique sanitaire afin de changer le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH et de leur offrir une trajectoire de vie reluisante. Une initiative saluée par le président du groupe thématique SIDA des Nations Unies au Gabon. Au moment où les autorités gabonaises viennent de présenter leur programme national pour l'égalité des chances, dont l'un des piliers est l'égalité des chances pour l'accès aux soins de santé de meilleure qualité, je voudrais vous remercier pour avoir favorisé le dialogue avec les PV-VIH, des femmes et des hommes courageux qui sont parmi les premières victimes de stigmatisation et de discrimination. De son côté, le président du Régab Plus a fait certaines recommandations. Pour arrêter ces cas de discrimination très aigus avec le comité, on peut aussi aborder certaines stratégies. En mettant en place des stratégies éducatives, en utilisant les chaînes de télévision. Autre recommandation, Madame le ministre, mettre en place des fascicules, que les populations puissent savoir les droits et les devoirs. Cette réunion résonne comme une lueur d'espoir pour ces derniers qui se sentaient stigmatisés. Économie à présent au Nigeria, suppression de près de 20 000 postes de fonctionnaires fictifs découverts dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le ministère nigérian des Finances, par cette découverte, enregistre donc des économies mensuelles considérables. Des précisions dans ce reportage de Judith Kweno. La lutte contre la corruption, cheval de bataille des autorités actuelles, porte ses fruits. Près de 20 000 fonctionnaires fictifs ont été découverts dans le système de rémunération.
Le Nigeria a utilisé un système de rémunération nominative pendant les années et cela veut dire que lorsque les gens prennent leur retraite, lorsqu'ils quittent le service, leurs noms ne sont pas enlevés du système. Il y a également des gens qui se sont rendus compte que leur emploi n'était pas correctement régularisé, donc eux aussi se sont retrouvés sur la liste de paye. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est le début de la mise en place du IPPHES, un logiciel développé pour lutter contre la corruption. Par ailleurs, le pays met aussi en place des mesures pour arrêter la forte dépendance au pétrole. Je pense qu'il est temps de trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec le pétrole. Il faut diversifier correctement l'économie. La taxe sur le PIB représente un peu moins de 6%, ce qui est même pire dans les régions en guerre sur le continent. Donc il faut une approche plus systématique sur la collecte des impôts, une approche plus systématique qui rendrait efficaces les agences des impôts indépendantes. Ces mesures devraient contribuer à renforcer les ressources budgétaires de l'État, mises à mal par la baisse des cours du pétrole. Soulignons toutefois que le président Muhammadu Buhari entend s'investir dans le domaine des infrastructures financées, partiellement sur les économies engendrées, après ces différentes enquêtes sur la lutte contre la corruption, qui constituent la priorité de son mandat. Sécurité en Libye, la vie a repris timidement dans la cité de Sabrata. C'est donc la fin du choc de l'occupation pendant quelques heures du centre-ville par les djihadistes de l'État islamique et qui en ont été chassés au prix de violents combats. Abdulaziz Maïga nous en parle. Au lendemain de l'annonce de la victoire des miliciens sur les djihadistes à Sabrata, cité côtière située à 110 km à l'ouest de Tripoli, la plupart des marchés et magasins ont ouvert leurs portes, même si les clients sont rares. Quoiqu'encore timide, la circulation a repris, mais les établissements scolaires sont fermés jusqu'à la normalisation totale de la situation. Je suis heureux que Sabrata soit à nouveau sûr et avec la volonté de Dieu, ils n'auront plus la place ici et ne vivront plus au milieu de nous. Hier était une bonne journée et aujourd'hui c'est mieux. Les choses reviennent à la normale. J'espère que les écoles et les banques vont rouvrir bientôt. À Sabrata, certains habitants sont encore sous le choc et estiment que cette situation n'est que la conséquence des dissensions politiques qui ont ouvert la voie aux extrémistes. Pour eux, malgré la victoire annoncée, la prudence reste mise. Certains éléments extrémistes sont arrivés après s'être cachés à plusieurs endroits. Ils ont apporté la peur aux habitants de cette ville. Certains étaient effrayés, surtout dans les zones où les éléments de cet État non islamique, si on peut dire, habitaient. Avec l'aide de Dieu, le reste des membres qui se cachent à certains endroits ne seront pas une menace. Les gens doivent faire des efforts pour dénoncer tout élément qui se cache. Il reste qu'avec les combats et la lutte pour le pouvoir, une solution politique reste difficile alors que l'ONU tente de mettre en place un gouvernement d'union capable de faire face aux djihadistes. Une délégation de 3 experts mandatés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies séjourne depuis lundi soir au Burundi pour enquêter sur les nombreuses violations des droits de l'homme constatées depuis le début de la crise politique dans le pays. Suivant ce compte rendu de Maria Biogou. Après plusieurs tentatives d'appel au dialogue et à la paix de la communauté internationale aux autorités burundaises, les Nations Unies y ont dépêché lundi une mission d'experts pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme. Une mission qui devra rencontrer dès ce mardi plusieurs officiels, parmi lesquels le président, plusieurs membres du gouvernement et des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que des ONG locales. Cette délégation onusienne, composée d'un expert de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, d'une spécialiste de la question des réfugiés auprès de l'Union africaine et d'un expert de l'ONU sur la justice traditionnelle, devra donc lever le voile sur les rapports accablants faisant état de plus de 400 morts et de 240 000 déplacés depuis le début de la crise au Burundi. Une mission rendue possible grâce à la visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon la semaine écoulée. L'équipe devrait réitérer aux autorités la proposition d'assistance technique pour élucider l'existence de présumées fausses communes. La découverte d'une fosse de ce genre par les autorités ce lundi vient corroborer la poursuite des recherches sur cette voie par les experts onusiens. Culture, à présent, après avoir dénoncé l'absence de diversité dans la célébration des Oscars des années successives, à Satin Noir qui a ouvert la 88e édition de cette grande messe du 7e art aux États-Unis. L'acteur Chris Rock n'a pas manqué d'attirer l'attention une fois de plus des organisateurs des Oscars pour les années à venir. Suivons les précisions dans ce reportage.
Une symbolique remarquable pour cet événement, c'est le comédien et humoriste afro-américain Chris Rock qui a ouvert la 88e cérémonie des Oscars avec une critique au vitriol de l'industrie du cinéma à Hollywood et un plaidoyer pour davantage de diversité dans le milieu. Mec, j'ai compté au moins 15 noirs dans ce montage. Je suis ici aux Oscars connus comme les récompenses attribuées par les Blancs. Vous imaginez? Si je choisissais aussi les présentateurs, je n'aurais pas eu ce boulot. Et en ce moment, vous seriez en train d'écouter Neil Patrick Harris. Ce propos liminaire était très attendu car Hollywood est secoué depuis des semaines par une polémique sur le manque de diversité aux Oscars. Pour la deuxième année consécutive, tous les acteurs nommés sont blancs. Pourquoi ces Oscars? Pourquoi ces Oscars-là? C'est la 88e cérémonie, ce qui veut dire que cette histoire de manque de noirs nominés est déjà arrivée au moins 71 fois. Chris Rock a rappelé que cette préoccupation pour la diversité était relativement récente. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de noirs nominés dans les années 60 et les noirs ne protestaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de vrais sujets de protestation à l'époque. Connu pour son humour tranchant et ses spectacles de stand-up, l'acteur de 51 ans a expliqué avoir sérieusement réfléchi à renoncer. Un peu plus tard, lors de la cérémonie, on a diffusé une séquence lors de laquelle des acteurs noirs prenaient la place de comédiens blancs dans des films en compétition cette année. Et dans le cadre du focus de cette édition d'information, Armel Jouembogo était sur le plateau du 20h d'hier soir. Avec lui, Dina Koussou a parlé de la journée mondiale zéro discrimination qui a été une occasion pour le gouvernement gabonais de réaffirmer la politique de l'égalité des chances récemment lancée par le numéro 1 gabonais. Regardez. Armel Jouembogo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Une seule question, nous sommes pris par le temps. Alors Armel Jouembogo, le Gabon, tout comme les autres pays du monde, a célébré aujourd'hui la journée mondiale zéro discrimination. Et on l'a vu dans ce reportage, le ministre de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, Patricia Taye, s'est entretenu avec les différents acteurs de la lutte contre le VIH-Sida. Que peut-on retenir brièvement et quels sont les dispositifs mis en place par les autorités gabonaises, notamment le gouvernement, pour pallier aux questions de discrimination et stigmatisation? Il faut d'abord retenir que la non-discrimination est un facteur principal, primordial, n'est-ce pas, contenu dans la charte des droits de l'homme de l'ONU. Donc les autorités gouvernementales, comme l'a décrit déjà hier aussi le chef de l'État dans son annonce faite à la nation comme candidat à l'élection présidentielle, a demandé à ce que nous changions ensemble, parce que tous les Gabonais changent avec lui. Et il vous souviendra qu'il y a quelques jours, il avait annoncé ce programme d'égalité d'échange. Aujourd'hui, on parle de l'égalité d'échange pour l'accès aux soins de meilleure qualité. Alors, il demande effectivement à ce qu'il n'y ait plus de discrimination, à ce qu'il n'y ait plus d'exclus, que l'on soit affecté ou infecté du VIH-Sida. Tous les Gabonais doivent participer effectivement à l'édification du Gabon. Donc, c'est ce slogan émis par le chef de l'État gabonais qui l'impulse au gouvernement, qui est aujourd'hui repris, n'est-ce pas, par l'ONU-SIDA, effectivement, pour le bien-être de tous les Gabonais. Donc, que l'on soit sidéen, que l'on soit sain, on ne devrait plus, n'est-ce pas, avoir d'exclus au sein de la société gabonaise. Donc tout le monde, le gouvernement gabonais dont vous parliez tantôt, participe effectivement à l'élaboration de cette non-discrimination. Aujourd'hui, c'est la donne qui est mise sur la table, non à la discrimination envers les PVVIH, entendu par là les personnes vivant avec le VIH-Sida. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces 7 heures. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent où que vous soyez sur le continent.